Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Oui, chers auditeurs, nous recevons ce dimanche matin Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, en chantant sous la pluie. Alors il est bien évident que le temps actuel se prêtait à commencer ainsi, mais également la capacité qu'il faut avoir de passer entre les gouttes quand on fait de la politique. Sans oublier que c'est avec cette chanson que vous montrez pour la première fois sur la scène de votre vie, au spectacle de fin d'année en CP, entendez par là cours préparatoire et non classe préparatoire pour la surdiplômée que vous êtes, HEC, Sciences Po et l'ENA. Il sera d'ailleurs suggéré à vos parents que vous deviez tenter le concours de l'Opéra de Paris, mais devant l'incertitude d'une telle carrière et sans cabriole, la raison prendra le dessus. Et pourtant, la danse fera partie intégrante de votre trajectoire de vie. Alors, sans entrechat ni pas chassé, vous intégrerez l'inspection des finances et vous irez vous échauffer comme directrice de cabinet du directeur général de l'assistance publique. Vous enchaînerez les postes à responsabilité à la Caisse des dépôts et consignations, au Fonds stratégique d'investissement et vous vous échapperez en pas de 2 ans vers le privé. Vous prendrez à de la hauteur en devenant directrice générale de la Compagnie des Alpes et veillerez au développement des domaines skiables et des parcs de loisirs dont le musée Grévin. Et pour autant, ce n'est pas là que vous ferez la connaissance d'Emmanuel Macron, mais bien à l'inspection des finances en 2007. Alors pour l'hyperlaxe que vous êtes, ce n'était pas un saut de l'ange que vous avez réalisé en partant en politique, mais un écart, et c'est l'avenir qui nous dira s'il était grand. Dans la valse, et je n'ai pas parlé de Manuel, des prétendants, vous deviendrez secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie avant de glisser tout chousse vers le portefeuille de ministre délégué à l'industrie. Alors quel plaisir de vous recevoir Agnès Pannier-Runacher. Oui, recevoir une politique et de surcroît une ministre pour cette dernière émission de l'année, alors qu'on m'a toujours conseillé, Madame la Ministre, de ne pas recevoir de politique dans Osez investir sous prétexte que la vérité ne sort jamais de la bouche des politiques. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord avec moi, de faire mentir ces mauvaises langues en reprenant nos âmes d'enfants comme leur vérité pour nous délivrer sans pirouette et en variation votre vision de l'industrie française d'aujourd'hui. Allez, le moment est venu, chers auditeurs, de recevoir sans rond de jambe l'étoile montante du gouvernement français. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Thomas Binet. Merci d'avoir accepté de clore cette saison d'Osez investir, 96e numéro, comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation. Vous êtes en charge de l'industrie française. La France a-t-elle les moyens de redevenir un pays industriel comme elle l'était sous le général de Gaulle ? Oui, tout à fait. Elle a les moyens parce qu'elle a les capacités de recherche et développement, elle a les capacités d'innovation. Elle a les sites industriels et en fait, on s'aperçoit lorsqu'on investigue un peu plus avant qu'on a à la fois des grands groupes qui sont champions mondiaux de l'industrie. Oui. Je pense à Schneider, je pense à Dassault Systèmes, je pense à Airbus. Je pourrais égrener comme ça les sociétés, mais on a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, d'entreprises de taille intermédiaire qui ont des parts de marché tout à fait avantageuses, qui exportent dans des dizaines, dans 80 pays, 100 pays, sur des spécialités qu'on ne connaît pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de montrer lors de l'exposition du Fabriqué en France à l'Élysée les week-ends des 3 et 4 juillet dernier. 126 entreprises qui se distinguent par le fait qu'elles fabriquent en France et le fait qu'elles sont à la conquête des marchés internationaux. Alors, on est dans Osez investir, on parle souvent de logement dans cette émission. La filière des matériaux dans le bâtiment est en ébullition en France. De fait, on voit une pénurie, une surchauffe des coûts de matériaux, des prix des matériaux qui ont été multipliés par 2 en 3 mois. N'est-ce pas la meilleure traduction d'une forme de faillite de notre capacité de produire des matériaux à un coût raisonnable ? Ça, c'est le fruit des désorganisations des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est pas propre à la France. Oui. C'est une situation mondiale où on cumule 2 choses. Le fait que l'économie et l'industrie en particulier et la construction sont repartis beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Et le fait que les entreprises qui produisaient pour ces secteurs d'aval, n'ont pas vu la chose venir et mettent du temps à redémarrer. Au fourneau, par exemple, ça ne redémarre pas du jour au lendemain. Il faut quelques semaines, quelques mois pour stabiliser la production. Premier élément.
Deuxième élément, c'est la désorganisation des chaînes d'approvisionnement logistique mondiales. Les conteneurs sont partis massivement depuis l'Asie vers les États-Unis. Ils ne reviennent pas puisque les chaînes n'ont pas repris de manière fluide. Et donc, le prix du conteneur est beaucoup plus élevé pour transporter la marchandise qu'il y a à peine 12 mois. Donc, par rapport à ça, effectivement, augmentation des prix, augmentation des coûts, des délais d'approvisionnement, c'est mondial. Là où nous pouvons tirer notre épingle du jeu, c'est d'en tirer les conséquences et de voir que cette mondialisation heureuse qu'on nous a vendue pendant des années a peut-être quelques défauts. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'ouverture de notre économie, certainement pas, mais peut-être qu'il y a matière à resserrer nos chaînes de production sur l'Europe, sur la Méditerranée, dans un cercle un peu plus étroit pour regagner en compétitivité et produire plus proche de notre marché. Et puis, lorsqu'on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est aussi une façon de décarboner notre économie, qui est quand même un enjeu assez fondamental. On voit ici et là des événements climatiques tout à fait inattendus et problématiques pour la population. On a encore des inondations il y a quelques jours en Allemagne, qui ont fait une 40aine de morts. Donc, des sujets quand même très importants. Oui. Là aussi, si on rapproche nos chaînes de production, on diminue massivement notre empreinte carbone. Donc on a tout intérêt à relocaliser des productions en proximité de l'Europe, voire directement en Europe, et pourquoi pas en France. Madame la ministre, lundi dernier, le président de la République a parlé de la réforme des retraites et indiqué qu'il faudrait travailler plus, donc probablement repousser le départ à 64 ans. Mais quand on sait qu'un Français sur deux, après 50 ans, n'a pas de travail, l'urgence ne serait-elle pas de donner du travail à ceux qui n'en ont pas, plutôt que d'aller demander à ceux qui en ont de travailler plus tard ? Alors, je rappelle que la réforme des retraites, c'est une réforme qui est beaucoup plus fondamentale qu'un simple aspect paramétrique de date de départ ou d'âge de départ à la retraite. C'est la question des gens qui ont fait une carrière complète et qui pourtant ont moins de 1 000 € de retraite, par exemple, ce qui est quand même très inéquitable. C'est également la question des carrières longues, la question de la pénibilité. Être, comme je le suis moi, dans des métiers où vous êtes devant un ordinateur ou en réunion, c'est pas du tout la même chose que produire à la chaîne des véhicules. Vous n'avez pas la même fatigue arrivée à 60 ans. Tous ces enjeux-là, on veut les prendre dans la réforme des retraites. Donc, je crois qu'il ne faut pas limiter ce sujet à la question d'âge. Travailler plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer plus tôt sur le marché du travail. Ça veut dire en sortir plus tard. Et vous avez raison de pointer la question du travail des seniors. Notre objectif, c'est aussi de traiter ce sujet de la carrière des seniors et de faire en sorte qu'il y ait du côté des entreprises un intérêt à recruter les seniors qui sont beaucoup plus, je dirais, qui ont énormément d'expérience et qui ont une expérience à apporter aux entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire quand même que c'est pas un sujet récent, cette histoire de... C'est un sujet tout à fait ancien. La facilité, lorsque vous faites un plan de restructuration, c'est de commencer par les pré-retraites. On est d'accord. Donc c'est un sujet qui a peut-être une 30aine d'années dans notre économie et sur lequel la ministre de l'Emploi et de l'Insertion du travail se saisit pour justement regarder comment on peut organiser des sorties en sifflet et faire en sorte que les seniors puissent transmettre leurs compétences et accompagner notamment les jeunes, parce qu'on a aussi un sujet d'entrée tardive dans l'emploi, souvent sous des statuts précaires, et là aussi c'est du temps perdu pour les jeunes. D'où l'intérêt de revaloriser l'apprentissage, l'alternance et les formations professionnelles apprenantes directement, qui en fait ont des niveaux d'insertion très importants, alors qu'on les néglige souvent lorsqu'on est parent et qu'on imagine que c'est pas un bon parcours pour ses enfants. Au contraire, regardez les taux d'insertion, ça vaut vraiment le coup. Alors cette fameuse réforme des retraites à titre personnel, vous y êtes favorable à cette réforme? Parce qu'on entend certains de vos collègues du gouvernement, en off bien évidemment, qui seraient défavorables, tout au moins dans le contexte actuel. Quelle est votre position? Je crois que le président de la République a été très clair. Cette réforme, oui. Il faut la mener. Et il faut la mener lorsqu'on sera sorti de la crise sanitaire. Donc c'est comme ça qu'on va prendre les choses. Mais je ne crois pas qu'au gouvernement, il y ait quelqu'un qui dise qu'il ne faille pas mener une réforme des retraites. Pour un sujet tout simple, c'est que dès lors que notre régime de retraite, nos régimes d'ailleurs devrais-je dire, de retraite sont déséquilibrés, ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de garantie d'avoir la retraite que nous avons nous, ou que nous aurons nous. Et ça, c'est la première inéquité. Et c'est aussi contre ça qu'il faut lutter, c'est-à-dire avoir un contrat social où les jeunes
ont un engagement équilibré. On ne se moque pas d'eux et on leur dit quand vous travaillez, eh bien, vous aurez des droits et ces droits, ça sera notamment une retraite convenable. Alors vous êtes dans Investir le club et on a l'habitude depuis le début de cette saison de recevoir un certain nombre de personnes publiques et on leur pose des questions un peu personnelles si vous le permettez et je terminerai votre interview par cette question. Quand on divise par 5 ce que j'ai relevé, son salaire en devenant ministre, quelle est la motivation profonde qui vous fait accepter un portefeuille ministériel ? Je crois que la motivation profonde, qui est celle qui m'a amenée à faire des études de commerce et puis ensuite à passer une première fois dans le public, c'est d'être au service de sujets très larges et au service de l'intérêt général et des Français. Et au fond, si je suis revenue dans cet univers public, c'est parce que, 1, j'ai une très grande fierté pour mon pays. Oui. 2, je pense qu'on a beaucoup de choses à construire et je crois au talent des Français et je crois qu'il faut maintenant construire du positif et finalement participer à cette transformation du pays était pour moi un projet enthousiasmant. Et vous vous dites, une fois dans la vie, je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose ce portefeuille de ministre et aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. Mais c'est aussi le sentiment de faire avancer la cause de l'industrie, par exemple, d'aller chercher des solutions pour les salariés, de trouver des repreneurs à des entreprises en difficulté ou de permettre à des projets d'innovation, de R&D ou de nouveaux sites industriels de voir le jour. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Alors, comme le veut la tradition, dans Osez Investir, Agnès Pannier-Runacher, c'est vous qui avez choisi la chanson pour terminer notre rencontre ce dimanche matin. Et vous avez retenu une musique, donc, qui est celle de Gérard Lenormand, datant de 1975, dont les paroles ont été écrites par un certain Pierre Delanoë. Pourquoi ce choix musical, Agnès Pannier-Runacher ? Alors, c'est un choix musical un peu vintage, on le reconnaîtra. Ouais. Mais c'est pour parler de la France au positif, c'est parler de ces talents justement français sur lesquels on doit aujourd'hui miser. Le début de la chanson, c'est notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Et j'aimerais qu'on se dise que notre vieux pays est une étoile où chaque Français brille un peu. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être passée du côté de Osez Investir. Madame la Ministre, pour conclure cette saison, le moment est venu pour nous de tirer notre révérence. Je fais référence, vous imaginez bien, à votre parcours de danseuse. L'été arrivant, vous pouvez retrouver, chers auditeurs, l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application Sud Radio, mais évidemment sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux d'osezInvestir.fr. Merci de votre fidélité et bel été à tous. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Tom Abinet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.